Les amis, je me suis excentré pour réaliser cette capsule. Je vérifie que le micro est assez près parce que je suis à l'extérieur. Je suis juste au-dessus du périphérique à la frontière entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Là-bas, de ce côté-là, c'est la Seine-Saint-Denis et je fais intentionnellement cette capsule ici parce que je vais vous parler d'immigration et je voulais répondre par avance à l'argument de « Monsieur, vous parlez d'immigration, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous vivez dans les quartiers bourgeois, vous êtes énarque, et pour vous tout ça c'est des livres, allez donc sur place et vous verrez ». Alors je lis très souvent ce commentaire, je vais être vulgaire, je vais être de con, qui me disent « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » alors que j'ai quand même publié régulièrement des articles sur la vie dans mon quartier, qui est le quartier de Belleville, l'un des quartiers les plus populaires de Paris, l'un des quartiers les plus mélangés de Paris, où les chrétiens de souche, on va dire ça comme ça, sont minoritaires. Et j'ai choisi cet endroit parce que juste derrière moi, il y a un an à peu près, un matin je me suis levé, une voiture avait était là en rade, une épave, et elle venait de se faire flinguer la nuit dans le cadre d'un règlement de compte de trafic de drogue. Donc, pour la petite histoire, les lilas qui sont juste de l'autre côté sont dans ce quartier là, de l'autre côté, à 200 mètres d'ici, même pas. Dans ce quartier, il y a régulièrement des luttes entre bandes, entre trafiquants de drogue, et il y a régulièrement des règlements de compte entre trafiquants. Donc je voulais vous montrer qu'on peut faire une capsule avec du matériel vidéo dans cet endroit, et je voulais répondre par avance à ceux qui me disent vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors je pense que ceux qui se sont mis à m'écrire ça, vu la rhétorique qui était utilisée, c'était une rhétorique de troll. Vous savez, il y a des fermes à trolls qui sont très actives, notamment dans l'entourage de Zemmour, dans l'entourage des milieux néoconservateurs, dans l'entourage des milieux pro-trumpistes qui s'ingèrent dans le débat public européen, notamment français, pour orienter l'opinion avec une série d'arguments. Et l'argument de « mais monsieur, vous êtes un bourgeois, vous parlez de l'immigration, vous n'avez jamais vu d'immigrés », c'est un argument classique et il était rédigé là de telle façon que je me suis dit tiens, ça vient pas du ciel, c'est pas un vrai Jean qui dit ça. Mais je réponds quand même à tous ceux qui me disent vous êtes un bourgeois, énarque, franc-maçon, toutes ces gugusseries, vous savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de l'immigration. Vous voyez, je suis au milieu d'un quartier immigré, je suis à quelques mètres de la Seine-Saint-Denis et je suis là avec les gens qui se tirent dessus régulièrement dans des règlements de compte pour de la vente de drogue. Voilà, là j'ai déjà répondu à une partie des arguments, je pense, qui est monsieur, vous ne savez pas de quoi vous parlez, ben, venez vivre ici et puis après vous parlerez des immigrés. Voilà. Vous aurez remarqué que très souvent ceux qui ont le discours le plus zinzin sur l'immigration, le plus obsessionnel, le plus proche de ce qui relève de la psychiatrie, sont des gens qui ne voient pas d'immigrés, qui ne les connaissent pas, ou alors qui les voient vaguement de temps en temps, mais qui ne sont pas plongés dans les quartiers d'immigration. Alors, je vais dire ce que je pense de l'immigration, mais je voulais commencer par dire que de mon point de vue, et c'est ma thèse générale, je le disais hier à un serveur d'un restaurant, j'étais dans un restaurant très sympa à Paris, pas un restaurant donné, et le serveur était guadeloupéen. Alors je ne pouvais pas savoir qu'il était guadeloupéen, mais il était coloré. Et il avait 20 ans, on se sentait mal à l'aise. Je vais vous dire ce que je lui ai dit, c'est écoutez, vous n'avez pas de chance, il y a des lois antiracistes. C'est-à-dire moi, petit fils de prolo, quand je suis arrivé dans les quartiers bourgeois pour faire des études, je n'étais protégé par aucune loi. Donc j'ai compris très vite ce qu'était le mépris social et la lutte des classes, parce qu'il n'y avait pas de loi pour interdire aux gens les mimiques de mépris, de haine, de rejet des plus pauvres. J'étais blond aux yeux bleus, on avait tous les droits. Maintenant, black, arabe, on n'a plus le droit de dire en face, d'exprimer en face son mépris, et donc les jeunes issus de l'immigration qui vivent dans notre pays vivent un fléau. Ce sont les lois antiracistes qui les protègent parce qu'elles ne leur permettent pas de mesurer la nature du mépris dont ils sont victimes, qui est le mépris non pas parce qu'ils sont noirs ou arabes c'est un prétexte, on les méprise parce qu'ils sont pauvres. Ça va pas au-delà que moi j'ai été méprisé parce que j'étais pauvre, simplement j'étais d'une couleur plus acceptable. Et donc moi ma position c'est que
il n'y a pas de sujet d'immigration en France où on va l'évoquer, il n'y a pas de sujet de racisme, il y a un sujet de mépris social et de lutte des castes. C'est-à-dire que ceux qui ne viennent pas de la bonne caste, eh bien, ils sont éliminés sous tous les prétextes possibles, ils sont diabolisés, et puis ça marche, notamment auprès des Français un peu cons, un peu débiles. Il y en a un certain nombre qui se sentent victimes de la mondialisation. On leur dit, ah ben toi, tu vois, tu es un Français de souche, tu es quelqu'un de bien, et tu vis mal à cause des immigrés, bien sûr, à cause des musulmans. Et ça marche tout de suite, parce que, vous comprenez, vous êtes un peu con, un peu feignant, un peu avachi, vous vous retrouvez en difficulté dans votre vie professionnelle, familiale. Tu te dis, ben, pourtant, tu es un Français de souche, et les Arabes, ils vivent mieux que toi, tu vois bien que c'est à cause d'eux. Et ça, on ne réfléchit plus, on y va. Voilà, donc je le redis, de mon point de vue, il n'y a pas de sujet ethnique. L'invention de la lutte intersectionnelle par les bobos de gauche bourgeoise, par cette gauche bien pensante qui a fait des bonnes études, qui vient des bons milieux et qui a trouvé une bonne astuce pour se faire élire député dans les beaux quartiers, l'invention de la lutte intersectionnelle, de mon point de vue, c'est une foutaise. En réalité, il n'y a qu'une lutte des classes, il n'y a qu'un mépris social qui traverse les générations et qui traverse les couleurs et les communautés. Mais je vais répondre sur le fond à la question de l'immigration, puisque nous sommes régulièrement interrogés. J'ai même reçu une question sur Instagram, vous imaginez, d'un étranger, je ne sais pas, un Indien, je pense, ou je ne sais pas qui, c'est pas présenté, probablement un troll qui travaille pour je ne sais qui. Il me dit, qu'est-ce que vous pensez du voile musulman? Donc je vais récapituler les positions non obsessionnelles que personnellement j'ai prises depuis des années et qui sont constantes, que j'ai redites dans ce livre Traité du monde d'après. J'y consacre un long chapitre à la question édition culture et racines. Je consacre un long chapitre à la question de l'identité nationale dans ce livre et j'explique de mon point de vue ce qui me paraît être une vision raisonnée du sujet. Donc je vais reprendre ces positions en disant effectivement, puisque j'ai prononcé le mot raison, que sur l'immigration, en réalité, il y a deux thèmes. Il y a un débat à avoir sur combien d'immigrés voulons-nous, quel type d'immigrés voulons-nous, comment traitons-nous les immigrés lorsqu'ils arrivent chez nous. Et puis, il y a un non-débat et il y a l'expression de la haine, de la folie, des peurs. Et moi, des zinzins qui m'écrivent, vous ne commencez pas toutes vos vidéos par dire que le problème c'est le grand remplacement par les musulmans, donc vous êtes un traître, et l'opposition contrôlée, mondialiste, toutes les conneries de zinzins. Je ne réponds pas à ces gens-là parce que moi je ne peux rien contre la connerie. Moi j'exprime des raisonnements, je ne suis pas psy, je ne peux pas traiter les problèmes psychiatriques, les angoisses psychiatriques d'un certain nombre de Français qui n'ont pas voulu bosser, qui n'ont pas voulu apprendre, qui ont été diplômés à 20 ans, qui n'ont plus appris après et qui, au tournant des 45-50 ans, s'entendent dire dans leur boîte « t'es dépassé » et il y a un ingénieur indien qui va venir à ta place. Si vous n'avez pas bossé les mecs, une boîte ne va pas dire j'arrête de vendre parce que les Français ne veulent pas s'adapter, ne veulent pas faire d'efforts pour se former. Ma position est caricaturale, on y reviendra si vous voulez. Ça ne se pose pas toujours comme ça, mais une grande partie des gens qui sont obsessionnels, donc je ne dis pas tous les gens, mais une grande partie des gens qui sont obsessionnels sur la question de l'immigration sont d'abord des Français qui se croient de souche. Ça mérite souvent d'être examiné, et qui n'ont pas voulu s'adapter au progrès et qui s'aperçoivent qu'il y a des peuples francophones qui vont plus qu'eux. Je l'évoquerai en fin de vidéo. Donc moi, dans cette capsule, je vais parler de sujets rationnels et des questions de poids de l'immigration et de traitement de l'immigration dans la société. Je ne vais pas répondre aux zinzins qui sont là pour haïr, qui soignent de haine, parce qu'ils sont tellement frustrés dans leur vie nulle et dans leurs échecs perso qu'il faut qu'ils fassent croire que le problème c'est les autres. Le problème, on va se le redire entre nous, c'est que vous n'avez rien foutu les mecs. Et donc si vous avez la gueule par terre, c'est bien fait pour vous, vous n'avez que ce que vous méritez. Voilà. Donc on va y revenir. Là aussi c'est caricatural, mais l'essentiel des gens qui sont sur le bord de la route aujourd'hui, sur le bord de la route de la mondialisation, l'essentiel des Français déclassés, vous n'avez pas bossé les mecs, vous vous êtes laissé porter par la télé, les fêtes, les copains, les sympas, tout est bien, tout va bien, les aides de l'État nous protège, vous avez la gueule dans le seau. C'est votre faute, vous aviez qu'à bosser et vous aviez qu'à ne pas faire confiance à l'État. Voilà. Dans la vie, le seul avenir,
de chacun passe par la maîtrise de son propre destin et non par la délégation de son destin à l'État, aux corps intermédiaires, aux corporations, etc. Voilà, vous n'avez pas bossé, eh bien payé. Alors donc, c'est pas sympa, je le sais. Bien entendu qu'il y a plein de situations d'exception. Le gars qui devient invalide parce que, je vais vous dire, je suis fils de maçon. Hein, mon père, il est mort sur un chantier, j'avais 2 ans et demi. Donc, le cas des situations sociales dramatiques, je les connais, mais le marché, les contrats d'assurance privée gèrent très bien ça, et même beaucoup mieux que la Sécu, puisqu'on le redira, l'indemnisation des accidents du travail par la Sécu, c'est un scandale. C'est vraiment une mafia. Une mafia, c'est-à-dire que patrons et syndicats de salariés, moyennant finance, se sont mis d'accord pour avoir des indemnisations bien moins favorables que celles qu'apportent les assureurs privés. Et donc, évidemment que les gens qui sont dans l'impossibilité de travailler, il faut les aider, et je le redis, il faut libéraliser ce marché parce que les gens seront beaucoup mieux traités que par la Sécu. Maintenant, il y a des gens qui sont simplement à la ramasse parce que pendant 20 ans, ils se sont foutus devant TF1, ils ont écouté les conneries de TF1, ils ont appris méthodiquement à ne plus réfléchir, à ne plus se poser de questions. Oh, j'ai raison, je suis français, oh, je suis malin, ah bah les Arabes. Ben, t'as le nez dans la merde, et ben t'avais qu'à être moins con, voilà, je le pense. Je reviens à mes questions d'immigration. Donc moi, j'ai toujours pris des positions sur l'immigration totalement carrées. Donc dès 2015, dès les attentats de 2015, j'avais écrit qu'il fallait en France obliger tout le monde à avoir un prénom, premier prénom chrétien. Donc j'ai toujours considéré qu'il fallait dire aux populations musulmanes, puisque là aussi on va régler une première affaire dans cette question sur l'immigration, c'est que le sujet qu'on a, c'est que ce qui rend l'immigration obsessive, c'est pas l'immigration chinoise, c'est pas l'immigration philippine, c'est pas l'immigration canadienne, hein, c'est l'immigration arabo-islamique. C'est ça qui rend les gens zinzin. Pour des raisons qui remontent à pas hier. Beaucoup de gens pensent que la question de l'immigration arabo-musulmane, c'est né en 1975 avec les lois sur le regroupement familial, blablabla. Tous ceux qui ont trahi, beaucoup de gens pensent ça. En réalité, l'image de l'arabe dans la culture occidentale, elle a été façonnée dès le début de l'ère chrétienne par un auteur non chrétien qui s'appelait Pline, de mémoire c'était Pline le Jeune et pas Pline l'Ancien, c'est Pline le Jeune qui avait dit dans un ouvrage de géographie: les Arabes sont des populations nomades de voleurs. Voilà. Et donc depuis 2000 ans, nous sommes convaincus que l'arabe se déplace en bande pour voler. Et l'histoire par la suite n'a fait que confirmer cette représentation de l'arabe. Je ne dis pas c'est bien ou mal, je ne dis pas c'est vrai ou faux, je dis que ça s'est fabriqué comme ça. Que pour le reste, beaucoup de Français pensent, j'entends souvent la connerie, là aussi du feignant, de lavachite et obsessionnel qui dit non mais le problème c'est pas les immigrés portugais ou italiens ou belges, c'est les immigrés arabes. Ouais, du con, tu connais rien. C'est que dans les années 1890, quand il y a une crise économique assez forte en France, des Belges immigrés en France, on en a renvoyé dans des trains entiers. Des Polonais dans les années 20-30, on en a renvoyé dans les trains entiers. Et les arguments qui étaient utilisés à l'époque où on a viré des Belges, c'était ces gens-là puent. Et qu'ils soient chrétiens, personne n'en avait rien à foutre. Donc la connerie raciste, elle s'est exprimée contre toutes les ethnies, y compris les ethnies européennes, y compris les Belges, qui sont quand même à l'origine de la France, je l'ai déjà expliqué. Donc je referai, puisque je sais que cette capsule va me valoir des tombereaux d'injures, et je referai une vidéo sur le sujet, je la ferai devant, quand ma crise de goutte sera passée, je la ferai devant le cimetière du Père-Lachaise, où Anne Hidalgo a eu une seule bonne idée, c'est de faire un mur sur tous les morts, avec le nom de tous les morts de la guerre 14-18, sur le mur du Père-Lachaise. Et on fera, alors le problème c'est que c'est par année, je vois un rat courir derrière les joies de Paris. En parlant d'Hidalgo, il y a un rat qui sort. Le problème c'est que la liste des noms elle est par année, mais je ferai une liste, je ferai une capture des écrans où on voit par exemple le nombre de Verhaeghe
homonymes qui vivaient à Paris en 1914 et qui sont morts pour la France. Hein. Et les Vérag, je peux vous dire que ça n'a jamais été des Français, ça a toujours été des Flamands de Flandre. Moi, je pense que la Flandre fait partie de la France, mais en 1914, il y a eu énormément de Vérag qui vivaient à Paris et qui sont morts sur le front. Et ces gens-là, 20 ans plus tôt, on les dézinguait en disant « rentre chez toi, tu pues ». Voilà. Donc, quand on me dit non mais on a pu les assimiler parce que c'était la même culture, non, les discours anti-belges, anti-polonais, anti-italiens d'avant 1940 étaient bien plus virulents et bien plus racistes que tous les discours qu'on peut avoir contre les Arabes aujourd'hui. Là encore, les lois antiracistes empêchent de s'en souvenir ou empêchent de l'exprimer. Mais je vous assure, le racisme, c'est du franchouillard moyen qui considère que tout ce qui ne va pas dans sa vie, c'est la faute des autres parce que lui, il est pour rien, lui, il travaille beaucoup, lui, il est épuisé. Le nombre de commentaires dégueulasses de gens qui me disent « je travaille 35 heures jusqu'à 62 ans, mais je ne vais pas tenir, c'est trop dur ». Ben voilà, le bon franchouillard, 35 heures jusqu'à 62 ans, c'est trop dur. Tous les problèmes, ça vient des autres, des Rothschild, de BlackRock, etc. Mais cette connerie-là, elle existe depuis des années. Et à l'époque, quand ça visait les étrangers, ça visait des mecs comme moi. Ils disaient, tu pues, dégage. Donc vous n'allez pas me la faire sur le fait que le racisme est à géométrie variable. Voilà. Bon, donc ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que on va parler aujourd'hui d'immigration. Je vais essentiellement parler de l'immigration arabo-islamique, puisque c'est celle qui rend les gens dingues et qui, au fond, attise le discours pouilleux, minable des Zemmour, des Rieux, qui sont uniquement payés par qui on sait, pour nous expliquer que les arabo-islamiques posent un problème partout. D'ailleurs, on a raison de les tuer à Gaza. Ça va pas au-delà, le sujet. Bon, mais on nous fait croire que, mais non, mais monsieur Vérag, c'est scandaleux. C'est vrai, en réalité, le problème, c'est les arabo-musulmans. Donc moi, je vais m'exprimer sur le sujet. Moi, dès 2015, j'ai dit il faut obliger toutes les communautés, y compris les communautés arabo-musulmanes, à donner à leurs enfants nés sur le sol français un premier prénom chrétien. Je n'ai aucun problème là-dessus parce que je considère qu'il y a des règles dans ce pays et ces règles doivent être explicitées, défendues et d'une façon ou d'une autre promues. Voilà. J'ai aussi à l'époque expliqué que, et je suis toujours contre le port du voile islamique dans les espaces publics, d'autant que si je comprends bien, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais le voile islamique, c'est pas une obligation de l'islam, c'est vraiment une espèce d'engagement militant. Moi, je suis pour qu'en France, on interdise le port du voile islamique de façon claire dans l'espace public, c'est-à-dire dans les rues, dans les administrations, dans les transports en commun, sauf le jour de la grande prière. Je trouve tout à fait normal, et je vais expliquer pourquoi, que le vendredi, les musulmans aient le droit de porter leur signe d'appartenance religieuse, mais les autres jours, c'est une affaire privée et ça ne doit pas déborder sur l'espace public. Bah, moi, je ne peux pas être plus clair là-dessus. Pourquoi je suis pour ces règles? C'est que j'ai fait hier une capsule sur George Soros. Je le redis, pour moi, l'ordre spontané d'une société, celui que nous défendons, il est issu de la tradition, et dans la tradition française, qu'on va disserter, qu'on va expliquer, eh bien, il y a une règle, c'est que la religion est une affaire privée. Mais pas seulement l'islam, le judaïsme doit être une affaire privée. Et moi, dans le quartier, qui se trouve juste à ma gauche, je vois une vraie offensive des Loubavitch, donc des juifs orthodoxes, qui petit à petit font du prosélytisme, on va dire ça comme ça, se livrent à des provocations, et je pense que ces provocations, bien plus virulentes, je peux vous dire, que ce que je vois des musulmans, ces provocations doivent être interdites et sanctionnées, sans aucun état d'âme. Et également, les chrétiens doivent se livrer à une certaine retenue. Donc qu'il y ait des processions chrétiennes les jours de fêtes religieuses, ça me va tout à fait, mais je pense que pour le reste, il n'y a aucune raison d'évangéliser. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans la querelle d'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est tout sauf religieux. Donc quand je vois des gens qui disent on va combattre l'arbre de Noël, la crèche de Noël, enfin, tout ça est du délire. Bon bref. Donc moi je suis pour que la religion soit une affaire privée et qu'elle ne déborde sur l'espace public que dans un certain nombre de conditions très définies.
Alors, pourquoi je pense que cette position orthodoxe-là doit être conforme à la tradition française? Parce que, comme vous le savez, j'ai fait là aussi regarder les chroniques de la royauté que je fais chaque semaine avec Yves-Marie Adeline. Nous avons consacré une chronique de la royauté à Henri IV, qui est l'auteur, comme vous savez, de l'édit de Nantes, qui a été publié. Alors, l'édit de Nantes, c'est à peu près 80 pages de règles fondées sur ce principe que la religion est une affaire privée. Mais compte tenu de l'état de la culture de l'époque, Henri IV avait pris soin, page par page, de détailler ce qui était autorisé communauté par communauté. Pourquoi l'avait-il fait? Parce que la France était à feu et à sang dans une guerre civile entre protestants et catholiques. Et là aussi, ça me fait marrer quand j'entends la guerre civile avec les musulmans en France. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais on nous explique qu'au fond que c'est une nouveauté. Mais souvenez-vous d'Henri IV, souvenez-vous de l'état de la France, mais des milliers, des dizaines de milliers de morts que ces guerres de religion ont fait en France. Et il n'y avait pas de musulmans en cause, hein. Il y avait des catholiques et des protestants. Et pour rétablir la paix sociale, Henri IV avait décidé d'édicter l'édit de Nantes en précisant de façon, on va dire, approfondie, méthodique, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, notamment sur l'espace public. Et moi, je crois qu'il faut que nous fassions un nouvel édit de Nantes, non pas entre catholiques et protestants, bien entendu, mais entre laïcs, on va dire ça comme ça, et musulmans, pour qu'il soit bien clair, de façon transparente, que certains comportements sont admis et d'autres ne le sont pas. Voilà. Et je pense que c'est vital pour ramener la paix dans les esprits. Évidemment, ça me pousse à dire qu'il n'est pas de réglementation sans reconnaissance des droits. Et donc, il est inimaginable. Je sais que je vais reparler des zinzins obsessifs qui considèrent qu'il faut faire un génocide anti-arabe. On va en parler. Mais on ne peut évidemment pas imaginer faire venir des gens chez nous, leur demander de payer des impôts, des cotisations sociales et leur dire vous n'avez que des obligations, vous n'avez aucun droit. Sachant que ces droits, ce sont des droits naturels imprescriptibles et que donc ces droits sont afférents à toute personne humaine. La liberté religieuse, c'est un droit imprescriptible qui fait partie de nos traditions profondes et qui est au fondement de la démocratie. On ne peut pas interdire à un musulman de croire en son Dieu, même si, et j'ai fait là aussi un long article reprenant toutes les citations du Coran appelant au meurtre. J'ai écrit qu'il fallait modifier la rédaction du Coran comme les chrétiens ont modifié la rédaction des évangiles en leur temps. J'ai écrit qu'il fallait modifier le Coran pour supprimer les passages appelant à la haine ou à la violence. Donc je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, si des gens croient aux prophètes, eh bien c'est tout à fait leur droit et il n'y a aucune raison de les en priver, sauf à violer la démocratie. Et là encore, ça ne signifie pas qu'on doit instaurer la charia, ça ne signifie pas qu'il doit y avoir des prières dans toutes les rues de Paris, dans toutes les rues de France. Ça signifie simplement que, de même que si on veut être catholique, si on veut être protestant, si on veut être juif, si on veut être franc-maçon, on doit avoir le droit d'être musulman. Et cette espèce de petite tyrannie débile, alors il y en a qui disent ah non, les francs-maçons faut les interdire, ah non mais les musulmans faut les interdire. Attendez, mais vous allez aller jusqu'où dans la connerie comme ça? Voilà. Vous pensez que les libertés c'est fait pour vous parce que vous êtes supérieur, mais écoutez vos discours et vous allez voir que vos discours ils sont tout petits. Bon. Donc soit on reconnaît à un moment donné, soit on applique le principe de cohérence et on considère, parce que c'est notre tradition, parce que c'est notre modèle social, qu'il y a des droits humains imprescriptibles et que notamment la liberté religieuse fait partie de ces droits. Et donc on reconnaît des droits aux musulmans et on les écrit. Soit on est dans la folie, on est dans la haine, dans l'incohérence, dans la connerie pure, et on dit ah non mais les musulmans eux c'est pas des humains, et on les supprime de toute existence. Moi ça me gêne pas, on va y venir, qu'on dise ça. À ce moment-là on leur demande pas de payer d'impôts, à ce moment-là on leur demande pas de financer la sécu, à ce moment-là on les fait pas venir en France pour travailler. Voilà. Et donc moi je crois qu'il ne peut y avoir en France de règlement de la question migratoire que si il y a des règles précises qui défendent nos traditions, que si il y a une précision, une clarification sur les droits des musulmans, et que si nous avons une stratégie d'intégration intelligente. Et aujourd'hui, là aussi je vais vous dire, je vois plein de gens de droite qui sont
de façon obsessive à la Zemmour, à la merde. Voilà, je le dis comme ça, c'est merdique. Parce que c'est des gens des beaux quartiers qui sont payés et qui de façon totalement cynique viennent diviser, susciter des conflits dont ils ne seront jamais les victimes au jour le jour. On rappelle quand même que Zemmour a utilisé tous ses réseaux pour protéger son fils qui avait tué, ou en tout cas qui avait gravement blessé des personnes alors qu'il était en état d'ébriété dans les rues de Paris. Donc moi, les mecs qui profitent du système et qui dénoncent chez les autres ce qu'ils s'arrogent comme droit pour eux, ça m'écoeure. Voilà. Donc là-dessus, il faut le redire, à un moment donné, il ne pourra pas y avoir de construction sociale sans respect général du droit et sans respect d'un minimum de bon sens. Et que là-dessus, il est essentiel que toutes les communautés aient le sentiment d'obéir à des lois qui sont transparentes et à des lois qui sont justes et qui sont claires. Voilà. Là-dessus, moi j'entends, on va virer tous les Arabes. Et je voudrais maintenant qu'on évoque cette question, il y a des rats qui courent partout, je voudrais maintenant qu'on évoque cette question, donc je finis quand même sur la politique d'intégration. J'avais commencé et je finis sur le sujet. Moi je suis pour une politique d'intégration transparente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle doit s'assumer, assumer ses valeurs, assumer sa vision du monde. Je reviens à mes gens de droite qui sont obsessionnels sur les Arabes. Et que je vois ensuite se répandre sur les pédosatanistes, la décadence de l'élite, etc. Qu'est-ce que la France donne comme image d'elle-même à l'extérieur? Et vous êtes un musulman traditionnel ou musulman ordinaire d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, et vous voyez la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et vous expliquez aux Arabes que vous êtes supérieur à eux. Les gens de droite seraient malins au lieu d'être complètement manipulés par des influenceurs au service d'ingérences étrangères. Les gens de droite seraient malins. Ils comprendraient que leurs alliés naturels dans la lutte pour le retour à une forme de morale, de moralité, à une forme de dignité, leurs alliés naturels, c'est les musulmans. C'est pas les gauchos du parti écologiste. Et donc, moi je veux bien aujourd'hui que les Français disent, ils viennent chez nous, ils font comme chez eux, mais enfin faire comme chez nous, c'est quoi? C'est se foutre à poil déguisé en schtroumpf et dire on va tous être tout nus parce que la propriété privée c'est mal. C'est se déguiser, avoir une grande barbe et se mettre une perruque de femme et se déguiser en meuf et danser devant tout le monde. C'est ça être français, c'est ça l'image de la France. Et vous voulez qu'ils nous respectent quand ils arrivent chez nous, vous voulez qu'ils s'intègrent à ça. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que si vous voulez réellement redresser moralement la France, vous allez avoir plus d'alliés chez les musulmans conservateurs que chez les écolos et chez les socialos, les amis. Hein, voilà. Et votre connerie est d'avoir laissé partir les islamistes chez les gauchistes. Votre connerie, c'est au lieu de vous dire pour revenir au pouvoir, on va s'allier aux musulmans parce qu'ils sont conservateurs et ils souhaitent une société qui fonctionne sur un certain nombre de principes qu'on partage, vous leur faites la guerre. Mais là-dessus, les Zemmour et autres sont très efficaces. Parce que leur sujet, c'est pas de défendre la France, leur sujet, c'est de justifier l'écrasement des Palestiniens par Israël. Donc ils vous expliquent que l'arabe, c'est l'ennemi. Voilà. Et vous mordez à l'hameçon. Mais vous n'avez pas compris que c'est beaucoup plus facile de rétablir la morale dans ce pays, ou en tout cas de rétablir une certaine forme de valeur traditionnelle avec des gens qui pensent comme vous, c'est-à-dire des musulmans conservateurs, plutôt qu'avec les mecs de LFI. Et vous les avez laissés partir, ces conservateurs musulmans, vous les avez laissés partir chez LFI. C'est du n'importe quoi. Voilà, donc, moi, je suis pour une politique d'intégration. Simplement, je suis gêné aux entournures parce que intégrer les Arabes, les musulmans à la société française, c'est quoi? C'est de leur dire, éduquez votre fille dans l'idée qu'elle est peut-être un garçon. Apprenez-lui à fumer du shit, regardez la télé tous les jours et buvez du coca en gueulant sur vous êtes tous des salauds. C'est ça être français aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez comme attachement spirituel à la France? Tous ces gens qui nous donnent des leçons de France, tous ces gens qui m'ont écrit, j'ai vu des débiles m'écrire mais monsieur vous êtes français de papier. Alors que je suis français de sang, je le redis, mais le mec il a lu sur internet que j'étais français de papier naturalisé. Alors comme c'est un con, il y croit sans réfléchir et il me dit vous êtes un français de papier, vous n'avez pas à parler de la France. Mais la France
c'est quoi? C'est toi, dans ton fauteuil avec ton gros bide en train de boire de la bière et en train de gueuler comme un raté contre tout ce qui existe et tout ce qui bosse. Mais attendez, les mecs, regardez-vous, regardez le spectacle que vous donnez. Tant que la France ne se sera pas redressée moralement, on ne pourra y intégrer personne. Parce qu'aucun musulman venu du monde arabe n'a envie d'éduquer ses enfants dans le relâchement, dans la décadence que nous suintons, que nous exsudons aujourd'hui, y compris ceux qui donnent des leçons de France et qui en branlent pas une, qui sont contre tout. Mais regardez-vous les mecs, vous détestez tout ce qui marche. Tout ce qui est mieux que vous, vous le détestez. Vous n'êtes pas français, vous êtes juste des envieux. Et la France, c'est pas ça. La France, c'est pas la cupidité. La France, c'est pas la jalousie. La France, c'est une culture, une vision du monde, une construction, une exigence. Et cette exigence-là, vous la détestez. Il suffit de voir quand je fais une vidéo disant aux gens, va falloir bosser et on va continuer, que les tombereaux de haine que ça me vaut, parce que vous expliquez aux Français qui donnent des leçons de France que s'il est dans la merde, c'est à cause de lui ou en partie à cause de lui et pas qu'à cause des autres. Et qu'il faut qu'ils se mettent à bosser, mais ils vous insultent. Et ce mec-là, ils disent, mais il faut vous intégrer à ma culture. Mais la culture de quoi? De la paresse, du grognement permanent. Mais tout ça n'est pas sérieux. Donc moi, je suis pour une politique d'intégration claire. La loi sur l'immigration que Macron a fait passer avec Darmanin, etc., on ne revient pas sur les conditions, porte un certain nombre d'éléments qui, moi, me paraissent pas idiots. Simplement, là encore, la bureaucratie les tue tous les uns après les autres. Moi, je dis, j'ai dans ma famille un proche qui vit au Canada, qui a essayé d'avoir des papiers. Il était médecin universitaire au Canada. On lui a demandé de passer, terre française au Québec, on lui a demandé de passer un examen d'intégration pour prouver qu'il était capable de devenir français. Voilà. Posez-vous des questions sur ce que ça veut dire. Moi, j'appelle pas ça une politique d'intégration. Pour moi, une politique d'intégration en France qui a du sens, c'est une politique où on dit voilà, sur quelles valeurs, sur quel fondement nous voulons que la société française soit bâtie, sur l'engagement, sur la responsabilité individuelle. Donc les gens qui sont là pour toucher des allocations sans jamais bosser. Et il y a des Arabes qui font ça, bien entendu. Mais ils ne sont certainement pas majoritaires, comme je lis. Mais il y a des Arabes, moi j'ai des récits de quartiers populaires où on me dit, mais les femmes arabes qui sont obligées de fréquenter une association pour pouvoir avoir leur papier, pour prouver qu'elles font un effort d'intégration, les femmes arabes disent, cherche pas à travailler, tu vas perdre tes aides. Voilà. Ça existe, bien entendu, et bien entendu qu'il faut combattre cela. Ça signifie qu'il faut accorder une priorité, une primauté, une valeur fondamentale à la responsabilité individuelle. On ne reçoit pas sans donner. Mais quel Français de souche est prêt à défendre ça? Quel Français de souche est prêt à dire il est scandaleux que dans les villes françaises, 80% des gens ne payent aucune taxe locale. Pourtant, ils se font ramasser leurs poubelles, ils utilisent les rues, ils bénéficient du nettoyage des trottoirs, ils bénéficient de tout un tas d'aides locales et ils ne payent aucune taxe locale parce que Macron a supprimé les taxes d'habitation. Quel Français est prêt à descendre dans la rue en disant c'est irresponsable, on en a marre de cet avachissement, nous on a des services publics de proximité, on veut les payer. Personne dit ça. Les mecs passent leur temps à dire mais plus j'en ai, mieux je me porte. C'est pas avec cet esprit-là qu'on va construire une société durable. C'est contraire au principe de responsabilité. Et ce principe de responsabilité, mes amis, eh bien, on intégrera les étrangers si nous sommes déjà capables de l'appliquer entre nous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intégration possible des immigrés durablement sans un relèvement moral de notre pays. Voilà. Maintenant, je regarde parce qu'il y a des gens qui s'approchent. Maintenant, on va se remettre d'accord sur un ou deux points. Je vais explorer la piste, on vire tous les immigrés. Voilà, on dit on en a marre, le grand remplacement c'est dégueulasse. Zemmour l'a dit, donc c'est vrai. Je l'ai vu sur CNews, Rioufol qui défend l'écrasement des Palestiniens par des étrangers appelés Israéliens nous dit qu'en revanche en France, nous c'est les étrangers, ils sont méchants et que nous on doit se défendre contre eux. On interdit aux Palestiniens, si j'écoute Rioufol, on interdit aux Palestiniens ce qu'on exige de nous. Belle cohérence de pensée. Alors c'est sûr qu'avec des contradictions comme ça, on n'intégrera jamais personne, on ne construira aucune société. Mais on est payé par Bolloré pour le dire, donc tout va bien. L'argent permet de fermer tellement Dieu sur les crapulosités qu'on peut faire, tout en donnant des leçons de morale. Voilà. Et donc on se dit, la France va se défendre, on va virer tous les Arabes, on vire les immigrés et on sera entre nous. Ok, pourquoi pas? Alors d'abord, il y a 10 millions de musulmans en France.
Là, vous voyez, je suis dans un quartier sur la rue de Belleville, la rue de Belleville, c'est à peu près 55 000 habitants uniquement sur la voie urbaine. Avec les rues autour, on doit être autour de 100 000 habitants sur une seule rue. La moitié des boulangeries y est tenue par des populations maghrébines, essentiellement par des Tunisiens et des Marocains. Il n'y a plus de boulanger français ou presque sur toute la rue de Belleville, c'est-à-dire sur une population, sur un bassin de vie de 100 000 habitants, s'il y a 3 ou 4 boulangeries françaises de souche, pour autant que ça veuille dire quelque chose, tenues par un Français de souche, c'est énorme. Moi je pense que c'est plutôt 2 ou 3. Pour le reste, l'essentiel est, comme on dit, mélangé, mitigé. Et les patrons sont majoritairement des Maghrébins. Alors on leur dit quoi? Vous partez, vous fermez votre boulangerie, et sur une population de 100 000 habitants, il va rester 2 boulangers français. On va mettre des Français à la place. Vous connaissez combien de Français qui veulent devenir boulangers? Et là aussi, je me souviens des réponses immondes d'Éric Ciotti et de Jordan Bardella lorsqu'ils ont été auditionnés par le MEDEF sur leur programme aux législatives. Et lorsqu'une représentante de la Fédération des bouchers a dit à Bardella, mais enfin vous parlez de vous occuper des immigrés, mais nous dans nos boulangeries, les seules personnes qui viennent travailler, c'est des Arabes. Les Français ne veulent plus venir chez nous. Et ce débile de Ciotti qui vit de l'aide publique, qui vit de la charité publique, qui vit sur le dos du contribuable comme un parasite depuis les années 80, ce mec qui n'a jamais créé une boîte, qui n'a jamais mis les pieds dans une boîte, ce mec a répondu au micro, madame, vous faites des choix de facilité. Donc tu as un blanc-bec de 28 ans qui a été à son tableau de chasse attaché parlementaire, c'est-à-dire cire-pompe. Ah, tu as un mec qui a commencé sa carrière comme attaché parlementaire de l'actuel maire de Nice, Estrosi, qui depuis a toujours vécu de la politique. Ce mec vient dire à des petits patrons, vous faites des choix de facilité en recrutant des Arabes. Mais on se fout de la gueule de qui dans ce pays? Aujourd'hui, des gens qui profitent du système viennent donner des leçons de courage à des patrons qui risquent tout toute la journée. Mais c'est du délire. Ah, donc, si dans les boucheries, par exemple, il n'y a plus guère que des étrangers qui veulent travailler, y compris dans les boulangeries, il y a bien une raison structurelle. J'ai pas le droit d'être là. C'est interdit, monsieur, un appareil photo. Vous avez une autorisation de la... Voilà, en direct, petite interruption. Les agents municipaux me disaient si vous n'avez pas d'autorisation pour filmer, vous pouvez pas. On a discuté et je leur ai montré que le règlement me permettait de filmer. Donc je finis, mais vous m'en voulez pas si c'est un peu décousu parce qu'il faut que je reprenne le fil de mon raisonnement. Donc moi je disais, dans mon quartier, les boulangers ils sont étrangers. J'ai vu la patronne des bouchers dire mais nous on n'a que des étrangers. Donc je vais pas rentrer dans la polémique. Nous les patrons, on sait que quand on doit recruter des Français, pitié quoi. Voilà. Et que contrairement à ce que beaucoup de zinzins croient, les Arabes en France, il y a beaucoup de mecs qui en branlent pas une, mais il y a beaucoup plus d'Arabes qui travaillent en France que de Français, croyez-moi, proportionnellement bien entendu. Et des gens courageux, il y en a dans toutes les communautés. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui sur les petits boulots, mais si on vire les étrangers, on ferme les commerces locaux. Il n'y aura plus que des grandes surfaces parce que le petit boucher du coin, le petit boulanger du coin, sans les étrangers, il ne fonctionne pas. Alors moi je veux bien que des mecs me donnent des leçons de France, l'identité française, le blabla, blablabla. Votre stratégie, c'est quoi? C'est de fermer tous les petits commerces français et de n'avoir plus que des grandes chaînes internationales. Tout ça ne tient pas. Je dis une deuxième chose, c'est que supposons qu'on vire 10 millions d'étrangers aujourd'hui. On se retrouve, on passe d'une population qui a 68 millions d'habitants à 58 millions d'habitants. Supposons on le fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de boîtes qui vont se retrouver sans salariés, qui vont devoir fermer. On va tuer la croissance de ce pays. On va expliquer à des entrepreneurs. Moi, je vous fais une confidence. Moi, quand je recrute dans les boîtes que j'ai fondées, et je les ai fondées avec 10 000 € en poche, hein, j'ai été payé par personne. Quand je recrute dans ces boîtes, je lance un appel d'offres et je prends les meilleurs. Et statistiquement, aujourd'hui, la moitié des meilleurs, c'est des étrangers. Alors, on va expliquer quoi? Qu'on ne fait plus qu'avec des punkaches français, on est asservis, c'est l'esclavage, tout ça. Ils nous demandent de travailler en
en échange du salaire. Mais on n'en veut pas de vos bras cassés, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui disent, écoutez monsieur, je suis jeune, j'ai besoin de me former, vous me proposez un emploi, vous allez me payer pour bosser, merci. Moi, je veux pas de mec qui m'agresse en me disant, t'es un salaud de patron, tu me demandes de bosser en échange du salaire, quoi. Quel exploiteur tu es? On veut pas de ces mecs-là. Et aujourd'hui, je sais que c'est insupportable de l'entendre, mais l'essentiel des gens qu'on voit, des Français qu'on voit arriver sur le marché du travail, l'essentiel de ces gens ont ce réflexe qui est de vous dire de toute façon je n'en ferai pas une plus que l'autre parce que vous êtes un exploiteur. Et là déjà je suis bien gentil de venir bosser tous les jours. C'est ça l'avachissement français. Et vous pouvez vous mettre de la merde sur les yeux en disant mais non, c'est un discours patronal, ultralibéral, macronien, il est en train de dire qu'on est tous des feignants. Moi je vous dis juste, soyez cohérents. Vous voulez relever ce pays, vous voulez vous passer des étrangers, eh bien il va falloir dire aux Français, mettez-vous à bosser. Et il va falloir leur dire là, il y a 10 millions de boulangers, de bouchers, de mecs qui nettoient le métro qu'on a viré, bah toi t'es chômeur, bah tu vas nettoyer le métro. Voilà. Et vous ne pourrez pas vous en sortir. Pourquoi on va devoir faire ça? Parce que, alors rien que là, j'ai déjà les gens qui disent, dans les commentaires je les lis, ah non mais on préfère gueuler contre les étrangers mais qui restent, plutôt que les faire partir et se mettre à bosser. Je vois un salarié qui m'a dit ça un jour, il habitait une petite commune de Lorraine, il me disait mais quand je vais au café le matin par exemple, il me disait il y a des Bulgares qui sont bûcherons dans la forêt d'à côté, j'entends tous les mecs qui sont au litron dès le matin au bar, là, au petit blanc sec dès 7h du matin, qui disent ah c'est dégueulasse, les travailleurs détachés, les Bulgares qui viennent piquer notre job. Je dis bah toi vas-y, lève-toi, au lieu de venir au café à 7h, va couper du bois dans la forêt. Il n'y en a aucun. Et effectivement aujourd'hui on est pourri par des avachis qui gueulent contre tout mais qui n'ont surtout pas envie de se sortir les doigts du cul pour bosser. Et ça c'est un problème et il faut avoir le courage de le dire. Non, c'est pas vrai que tous les Français sont magnifiques. Oui, il y a des Français magnifiques, mais oui, il y a des grosses feignasses. Oui, il y a des enflures qui sont là pour pourrir tout le monde mais surtout ne rien foutre. Voilà, et justifier qu'ils ne foutent rien. Et ce n'est pas en les caressant dans le sens du poil qu'on va y arriver. On y arrivera d'autant moins que tôt ou tard ils demanderont leur retraite. Là aussi, tous les messages que je reçois, je suis épuisé par le travail, j'ai droit à ma retraite, j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite. Donc on va le redire, la retraite par répartition ne fonctionne pas comme ça. Mais la retraite sacrée, quoi. La religion de la retraite. Mais si vous voulez une retraite, eh bien, nous ne sommes pas dans un système par capitalisation. Vous trouvez ça dégueulasse, vous trouvez ça sale la capitalisation. Vous pensez que c'est BlackRock qui veut ça. Vous êtes dans un système par répartition. Alors que ça vous plaise ou non, il y a des règles qui s'appliquent à la répartition qui sont des règles mathématiques. C'est-à-dire que la répartition, ce sont les actifs qui payent la retraite des retraités. Si vous n'avez plus d'actifs parce que vous les virez, vous n'aurez pas de retraite. Et vous pouvez expliquer, ah oui, tout ça pour nous dire qu'il faut des Arabes. Non, je vous dis juste la réalité. Si vous êtes trop con pour comprendre qu'en choisissant la retraite par répartition, vous avez choisi un système où il faut des actifs pour payer votre retraite. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, on n'y peut rien. Tant pis pour vous, vous n'avez que ce que vous méritez. Maintenant, le sujet très simple, c'est que effectivement, les Français ne font plus d'enfants. Là aussi, je ne sais plus quel jour, je partais faire un reportage en province, je prends l'avion à Orly, il y a une vendeuse du duty free qui me voit faire une petite vidéo et qui me dit « Ah oui, la France !» Alors, elle me fait le discours habituel, génial, pleurnicheur que je vois, le discours, et j'allais citer une chaîne YouTube qui fait ça, très bien, c'est tous des salauds, les riches, les dominants, l'élite nous écrase, blablabla. Nous on n'y peut rien, ils veulent la casse du pays, la casse du service public, la casse sociale, ils sont là pour tout prendre, etc. D'accord, et vous, vos enfants, ah mes enfants c'est des enfants gâtés, ils ont 20 ans mais je vois bien que mon fils il n'a pas envie d'aller bosser. Il faut arrêter les conneries, ton fils c'est une feignasse, ton fils il n'a pas envie d'aller bosser, ton fils il n'a pas envie de fonder une famille, ton fils il n'a pas envie d'avoir des enfants parce que les enfants c'est sale, c'est chiant, ça prend du temps. Et la retraite, qui va la payer si on fait plus d'enfants et si on vire les étrangers? Et là aussi, on peut s'inventer des histoires sur tout va bien, c'est pas vrai, tous les gens qui nous disent ça, c'est des ultralibéraux qui roulent pour BlackRock. On peut aussi faire le choix d'être intelligent et de se dire, bah ouais, la retraite par répartition, elle a été choisie par les communistes dans une certaine mesure, elle a été fondée par Vichy à partir d'arguments
on y revient, refera une vidéo sur le sujet, mais l'argument était de dire les gens doivent être propriétaires de leur système. Et moi j'ai entendu des délégués CGT dans des réunions de négociation sur les retraites me dire mais monsieur, nous partons du principe qu'il n'y a de richesse que d'hommes, que le reste c'est la spoliation du salariat. Et donc on ne peut pas fonder un système de retraite sur le capital, on doit fonder un système de retraite sur le travail. Et le travail c'est la répartition. Mais s'il n'y a plus personne pour travailler, parce qu'on ne fait plus d'enfants, parce qu'on vire les étrangers, qui va payer? Et c'est la règle du jeu. Et cette règle du jeu, je ne l'ai pas inventée moi. Demandez à n'importe quel communiste. Voilà. Donc, tout ça pour faire la synthèse en disant... C'est assez simple, mes amis, il y a deux mondes. Il y a ceux qui sont là, je l'ai dit, les avachis, qui sont là pour dire rien ne va, mais surtout ne me demandez pas d'efforts, j'ai piscine. Et puis il y a ceux qui sont là pour dire, bon, il y a des problèmes, l'immigration est un problème, il faut le traiter rationnellement et il faut le faire en garantissant, en tenant compte de tous les contradictoires. Le financement des systèmes sociaux, la soutenabilité de l'économie française, la croissance française, la cohésion du tissu social, le respect du droit, l'avenir de la société française, l'identité historique de ce pays. Ce sont des tas de paramètres qu'il faut prendre en compte pour définir une stratégie migratoire. Et cette stratégie ne peut pas se résumer à un prurit de haine qui sert essentiellement des puissances étrangères et qui n'a rien à voir avec les intérêts de la France. Voilà, je sais que vous allez me haïr. Donc prochaine, je ne sais pas quand, mais prochaine vidéo sur l'immigration devant le mur du Père-Lachaise et on parlera de ces étrangers de 1914, on verra leur nom, des Véragues, qu'on avait chassés 10 ans avant parce qu'ils puaient et qui sont quand même morts pour la France et on va rétablir certaines vérités parce qu'il y a un certain nombre de Français, j'aimerais bien voir si on trouve leur nom sur le mur du Père-Lachaise. Allez, un peu de provoque mais ça vous secoue, ça vous fait du bien. À bientôt mes amis.